revoilà, bonjour. Juste toute petite introduction pour vous annoncer l'émission qui va suivre, c'est-à-dire un entretien avec Romain Migus à propos de ce qui se passe entre le Venezuela et la Guyana, ou le Guyana, je ne sais pas comment on dit. Il va nous le dire d'ailleurs, hein, je pense que ce sera le mieux. On n'en a pas parlé chez nous, mais il y a des choses assez importantes et qui montrent bien que ce monde change et quels sont les enjeux géostratégiques, économique surtout, militaire. Voilà. Bon, eh bien écoutez, bon visionnage. Et donc, il n'y aura pas cette semaine, puisque ce sont les fêtes, de vidéos concernant l'actualité militaire. La vidéo hebdomadaire, si bien évidemment il y a un événement qui nécessite notre information, eh bien nous viendrons, mais restez à l'écoute, hein, et vous en serez informés si nécessaire. Voilà. Eh bien écoutez, à plus tard. Bonjour, bonjour les amis du monde qui change. Alors, retour de notre Tintin en Amérique latine, Romain Migus. Alors, je vous rappelle que ceux qui ont regardé les émissions sur la campagne électorale en Argentine n'ont pas été surpris par l'élection de Milei et ils savaient à quoi s'en tenir quand il a été élu. Alors la presse française qui n'avait rien dit pendant la campagne, eh bien tout d'un coup s'est réveillée. C'était effectivement assez intéressant. Alors aujourd'hui, notre Tata, ben, il va parler de ces pays d'Amérique latine extrêmement importants que tous vous devez connaître. J'ai nommé donc le San Teodoros, capitale Las do Picos. Je crois que le président actuel est toujours le général Alcazar. Et puis le Nuevo Rico, qui est le pays voisin avec lequel le San Teodoros a été en guerre. La Palombie, d'où est issu le marsupilami, c'est un peu plus loin. Hein, c'est encore dans cette partie amazonienne, mais c'est c'est un peu à l'écart. Bon, je plaisante, mais c'est parfaitement exact. Alors, ça a été situé par les fans, bien évidemment, dont je fais partie, dont Romain fait partie aussi, mais c'est un hasard. Mais ce dont il va nous parler aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer entre le Venezuela et la Guyana, dans une région où la France a des intérêts, puisque c'est proche de la Guyane. Ça n'est pas contigu à la Guyane, mais c'est tout près. Hein, c'est un peu la même configuration géographique. Il y a le Suriname aussi. Et on a appris par la presse, qui en a très peu parlé comme d'habitude. Hein, la France est devenue, dans ses médias, extrêmement provinciale. Hein, c'est-à-dire qu'on commence à être comme les États-Unis. Hein, une guerre en Ukraine, mais où est l'Ukraine? Il se passe des choses en Amérique latine. Ah bon, l'Amérique latine, où est-ce que c'est? Etc. Hélas, hélas, ça n'a pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, il y a un abaissement du niveau culturel, mais on va essayer très modestement, à notre place, d'éclairer un peu ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, un conflit frontalier entre le Venezuela, les méchants, vous savez, les méchants, hein, qui sont dirigés par le président Maduro qui a succédé à Chavez, et la Guyana, un pays dont personne n'avait entendu parler et qui se dispute aujourd'hui un territoire. Alors, Romain, je te passe la parole pour que tu nous expliques ce qui est en train de se produire. Alors, il y a eu quelques tambours de guerre qui ont résonné, ou en tout cas la presse les a présentés comme tels, mais je ne sais pas si on en est là. Hein, mais tu vas nous dire ce qui est en train de se passer. Oui, bah merci Régis. Effectivement, ça a fait la nouvelle, non? Il y a une semaine, 10 jours, sur un conflit comme quoi le Venezuela essaierait d'annexer une grande partie du Guyana, donc qui est la région de la Guayana Esequibo. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça. Les médias en ont fait des choux gras. Il se trouve que il y a eu un référendum. Je vais expliquer tout ça. Alors j'étais à Caracas. Depuis Caracas, je lisais la presse française ou pire encore la presse anglo-saxonne, encore que c'est à peu près les mêmes informations aujourd'hui. Et je voyais l'armée du Venezuela est aux portes de la Guyana, il y a des échanges de tirs, etc. Donc moi, j'étais au Venezuela, évidemment, il n'y avait rien de tout ça. Qu'il y avait eu des tensions géopolitiques, bien sûr. Alors, déjà, je voudrais mettre une petite carte. Eh ben, je ne l'ai pas, t'en bouge pas. Je vais mettre une petite carte pour que les gens, voilà, savent
d'où on parle, parce qu'effectivement, comme tu disais, le San Théodoros et la Palombie, les gens connaissent parce qu'ils ont lu Tintin ou Spirou, le Marsupilami, mais quand c'est la réalité, on la connaît beaucoup moins. Donc, est-ce que tu vois la carte, Elle arrive, je la, suppose. la carte de l'Amérique du Sud? Est-ce qu'elle se Elle n'est pas voit encore là? là pour moi. Elle n'est pas encore là, pourtant Là, je la voilà. partage. Là, voilà. Donc Parfait. voilà, donc vous avez la carte de l'Amérique du Sud. Donc vous voyez le Venezuela, à droite le Guyana, dont la partie du Guyana Essequibo, le Suriname et la Guyane française, le Brésil qui est aussi frontalier à toute cette zone, etc. Et alors la carte est un petit peu mauvaise parce qu'on ne voit pas la Caraïbe, mais vous avez tous les pays de la Caraïbe qui font face à ce truc-là. Donc voilà, là, les gens savent à peu près de quoi on parle. On parle d'un conflit frontalier vieux de plus d'un siècle entre le Venezuela et le Guyana. Voilà, je vais enlever 2 minutes la carte. Voilà. Alors, déjà, en ce qui concerne la présentation dans les médias français du conflit, je trouve ça effectivement un petit peu dommage. Pourquoi? Parce que c'est un conflit en réalité entre l'Empire britannique et la nouvelle nation naissante du Venezuela. Donc généralement, en tout cas il y a plusieurs années, quand l'Empire britannique ou les Britanniques étaient mis dans un conflit territorial, il y avait une saine réaction en France de dire s'il y a les Britanniques là-dedans, c'est qu'il y a anguille sous roche, il faut aller voir et pas pomper la propagande anglo-saxonne telle qu'elle est, n'est-ce pas? On est quand même la France, un pays qui a, durant des années, voire des siècles, opposé un modèle politique, culturel, philosophique au modèle politique libéral anglo-saxon. Voilà, donc l'idée en tout cas de voir quand il y a un conflit territorial qui a eu comme point de départ l'Empire britannique, c'est au moins d'aller regarder dans l'histoire ce qui se passe. Donc, on est obligé de revenir à la post-indépendance du Venezuela. Donc, le Venezuela obtient son indépendance en 1811. Ensuite, s'ensuit une série de guerres, d'abord en Amérique latine avec Simon Bolivar, non, qui va avec le rêve d'une grande Colombie, c'est-à-dire de pays unis autour d'une langue et d'une culture commune, essayer d'unir et de libérer d'abord, puis d'unir plusieurs pays. C'est un échec pour Bolivar, puisqu'il y a les potentats locaux qui finalement s'éveillent, et donc la création de plusieurs pays, nations, donc le Venezuela, la Colombie, ce qu'est le Panama aujourd'hui, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, et puis venant du sud, ça c'est important, avec un autre libérateur, San Martin, on a les pays du cône sud, Paraguay, Chili et Argentine. Alors vous allez me dire, tiens, mais Romain, tu n'as pas mentionné l'Uruguay. Non, je n'ai pas mentionné l'Uruguay parce que ça rentre dans ce qu'on va définir, puisque l'Empire britannique, qui est un peuple d'eau, hein, on se rappelle quand même que c'est une île qui a conquis la moitié du monde, et donc qui avait évidemment une armada très forte et qui a toujours vu que les ports, les embouchures de fleuves sont des axes déterminants dans le contrôle du commerce, voire le contrôle des populations. Et effectivement, vous allez avoir, alors là, pas un vol de territoire pour le coup, mais les Britanniques vont faire pression dans les républiques naissantes, et notamment profitant d'un conflit entre le Brésil et l'Argentine, pour promouvoir la création de la République d'Uruguay. Dans quel but? Dans le but de ne pas laisser à l'Argentine le contrôle total de l'embouchure du fleuve Paraná. Le fleuve Paraná, c'est le deuxième fleuve le plus important
d'Amérique du Sud, enfin d'Amérique latine même, après l'Amazone et donc le Paraná et l'Orénoque, on reviendra, l'Orénoque au Venezuela. Et aujourd'hui, le Paraná, c'est 50. Alors le Paraná, c'est un fleuve qui traverse et qui unit le Brésil, le Paraguay, l'Argentine et donc l'Uruguay, et par lequel transitent 50% des protéines carnées du monde et presque 70% des céréales des céréales du monde. Donc, c'est évidemment énorme. Et effectivement, l'embouchure a un impact géopolitique très fort. Et ça, effectivement, les Anglais l'avaient vu. Et donc, c'est pour ça que dans le sud, dans le cône sud de l'Amérique latine, ils ont, on va dire, favorisé l'émergence de la République argentine, de la République d'Uruguay, aux dépens des Argentins, pour que les Argentins n'aient pas le contrôle total de l'embouchure du fleuve Paraná. En remontant un petit peu plus haut, donc là, on est au Venezuela. Alors, je vais même remonter encore un petit peu plus haut. Ils ont fait la même chose en Amérique centrale, n'est-ce pas, en conquérant une grande partie du Guatemala et en s'assurant une sortie maritime sur le golfe du Mexique avec la création de ce qui était le Honduras britannique et qui aujourd'hui est le pays de la République, la République, oui, récente, parce qu'ils ont demandé justement, ils ont fait un référendum là-dessus, donc du Belize, n'est-ce pas? Donc qui était associé jusqu'il y a quelques années comme un pays dont le chef d'État était la reine d'Angleterre, faisant partie du Commonwealth, etc. Et si vous regardez sur une carte, je ne l'ai pas, j'aurais dû la mettre, je m'excuse, vous verrez que la frontière entre le Belize et le Guatemala, c'est une ligne droite, les Anglais ayant complètement capté toute la sortie sur le golfe du Mexique. Donc, qui dit la sortie sur le golfe du Mexique, dit aussi contrôle des routes commerciales maritimes, et puis, évidemment, ayant on est juste entre le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes. C'est un point géostratégique, évidemment, très important. Donc, Uruguay au sud, Belize au nord, et donc, je reviens au Venezuela. Donc, les Britanniques ont une colonie. Hein, il y a la Guyane française, comme on l'a vu sur la carte, ce qui était la Guyane hollandaise, qui aujourd'hui est le Suriname, et la Guyane britannique, qui aujourd'hui est le Guyana. Après l'indépendance du Venezuela, s'ensuit plusieurs décennies de guerre civile. D'une part, une guerre civile parce que les armées de Bolivar s'étaient imprégnées de l'idéologie bolivarienne, qui était une idéologie égalitaire, une idéologie de justice sociale, et donc qui n'avaient pas envie, en revenant d'avoir combattu dans tous les pays d'Amérique latine, donc des gens avec une formation militaire, des gens du peuple, ça c'est important aussi, de revenir sous le joug d'un potentat local, d'un caudillo local qui aurait finalement remplacé les Espagnols. Et donc, il y a eu une espèce de guerre civile pour finalement conquérir certains droits, non, au détriment de certains potentats locaux. Et puis, évidemment, entre cela s'ajoutent des guerres territoriales. Ce que je veux dire par là, c'est que la jeune république naissante du Venezuela est très faible. Elle est déchirée par les conflits internes, par un certain cannibalisme post-indépendance. Et ça, les Anglais vont en profiter. Ils vont en profiter en volant une grande partie des terres qui appartenaient au Venezuela parce que le Venezuela n'était pas capable de se défendre militairement contre cette incursion. Je vais mettre une petite carte pour vous montrer à quoi ressemblait le Venezuela en 1840. Hop, c'est une carte française d'ailleurs. Alors, hop, est-ce que vous la voyez? Est-ce que tu la vois, Régis? Tu me dis? Je pense que oui. Allô? D'accord. Je ne vois plus, mais voilà. Alors là, on voit bien cette partie en rouge
non, qui dit territoire Yuruari, c'est la zone, une partie de la zone en réclamation. Voilà, ça c'est la Guyane anglaise. À côté, il y a la Guyane hollandaise. Vous allez voir par la suite, je vais mettre une autre carte désormais en... Hop, voilà, je reviens. Je vais mettre une autre carte. Donc celle-ci date de 1875. Hop, voilà. Normalement, vous devez la voir, elle doit apparaître sur votre écran. Donc là, encore une fois, on voit bien que la Guyane anglaise se situe à la droite de la rivière Essequibo et que grande partie donc, du territoire qui aujourd'hui est revendiqué par le Guyana, mais aussi par le Venezuela, est historiquement du Venezuela. Voilà, j'arrête pour l'instant avec mes cartes, je reviens. Excuse-moi, Voilà. tu m'entends, mais mon micro était coupé. Il y avait un branchement qui avait sauté. Voilà. Le principe là, c'est ce que... Voilà, donc je Oui, vous mais montre, c'était pas moi qui mes cartes. parlais, alors donc ça va. Alors pourquoi je vais remettre la carte, la dernière carte donc de 1875. Elle est importante et vous allez voir pourquoi. Hop, hop là. Voilà. Les Anglais donc, vont faire une incursion dans le territoire vénézuélien, vont pas rencontrer beaucoup de résistance. Ils vont, donc il y a des témoignages hein, sur des livres d'époque, s'appuyer sur des populations, notamment indiennes, qui sont fatiguées de la guerre civile au Venezuela. Et donc, sur certaines populations, les Anglais misent sur le fait qu'ils vont préférer la stabilité de l'Empire à l'instabilité générée par la jeune nation indépendante. L'idée des Anglais à l'époque, c'est de ne pas s'arrêter sur la Guyana Essequibo, mais d'aller jusqu'à l'embouchure de l'Orénoque. L'Orénoque, c'est le troisième fleuve le plus grand d'Amérique latine. Et l'Orénoque, c'est une autoroute fluviale qui va enfin, qui peut aller avec, en se raccordant par d'autres fleuves moins importants, qui peut aller jusqu'à Bogota. Et donc, qui est une autoroute fluviale qui permettrait le transport de marchandises sur tout le nord de l'Amérique du Sud. Voilà. Alors, en fait, ils refont l'idée qu'ils avaient eue avec l'embouchure du Paraná quelques années plus tôt. Là, ils ne le font pas par des manigances diplomatiques, ils le font directement par de la conquête, en menaçant d'ailleurs le Venezuela, en disant bah, si jamais vous n'acceptez pas les nouvelles lignes de partage, nous envahirons le Venezuela, etc. Et c'est une jeune nation qui est aux prises avec un cannibalisme effréné, qui n'a pas les moyens de se défendre. Là, le président d'alors, donc le président Andrade, va faire une erreur monumentale, mais il va demander aux États-Unis de le défendre. Pourquoi? Ça, dans le faux, mais pourquoi? Parce que, eh ben, au nom de la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains, alors ça c'était formulé par Monroe, c'est en réalité le continent américain doit être sous domination des États-Unis et les Européens n'y ont plus leur place. Non, donc c'est au nom de la doctrine Monroe, par exemple, que les Espagnols vont être dégagés par les États-Unis de Cuba en 1898, et c'est au nom de cette doctrine Monroe qu'au début, le continent américain va passer sous domination états-unienne, et qui, au nom de cette doctrine, ça va être les prémices de la destinée manifeste, de l'exceptionnalisme états-unien et donc de la conquête du monde par l'empire états-unien. Okay, mais les Vénézuéliens à l'époque n'ont pas évidemment le recul. Nous, on parle en 2023, donc on a vu un peu où est-ce que ça mène. Et donc, le président Andrade va faire appel au tribunal d'arbitrage de Paris, va faire appel à toute une équipe d'avocats états-uniens pensant qu'au nom de la doctrine Monroe,
ils dégageront les Anglais de la région des Essequibo et que le Venezuela pourra récupérer son territoire. Évidemment, il n'en est rien. À Paris, c'était un jugement qui devait prendre 3 mois. À Paris, les États-Unis voient leurs cousins britanniques et en 5 jours, 5 jours, hein, ça devait durer 3 mois, en 5 jours, tout est plié et le tribunal accorde la souveraineté du Guyana Essequibo à l'Empire britannique. Évidemment, les Vénézuéliens ne sont pas contents. Le président qui avait demandé aux États-Unis se fait renverser par un président nationaliste, Cipriano Castro, qui lui va essayer de récupérer les ressources du Venezuela pour le Venezuela et pour le peuple vénézuélien. Ça va donner un blocage des ports vénézuéliens par les Européens et les États-Unis, par la France, l'Angleterre, les États-Unis. Cipriano Castro, à dire, est remplacé ou renversé par son compadre Juan Vicente Gómez. S'ensuit 36 ans de dictature et notamment le dépeçage du Venezuela avec les concessions pétrolières. Voilà. Le différend territorial va connaître un nouvel épisode positif, celui-là, à l'indépendance du Guyana en 1964. En 1964, les Vénézuéliens et le Guyana se remettent à la table des négociations et signent les accords de Genève en 1966, dans lequel il est stipulé que la zone en question du Guyana Essequibo est reconnue comme en réclamation par le Venezuela, que n'importe quel différend territorial doit être réglé de manière bilatérale entre les deux pays, et surtout que l'exploitation des richesses doit se faire en consultant évidemment les deux pays. Donc, peu importe quel gouvernement il y a eu au Venezuela depuis 1966, peu importe qu'il soit de droite, de gauche, chaviste, non chaviste, ça a été le nord de toute la diplomatie vénézuélienne de se référer aux accords de Genève comme la base pour pouvoir négocier un accord sur le Guyana Essequibo. Le Guyana Essequibo, c'est grosso modo les 3/4 du territoire revendiqué par le Guyana. Je vais mettre une petite carte, je vais retrouver une carte, je vous la montrerai. Et c'est un territoire qui est grand comme la Tunisie et où vivent 110 000 personnes. Donc, vous imaginez, c'est un territoire immensément riche en ressources naturelles, en minerais, de l'or, de l'argent, du lithium, du coltan, etc., etc. Et évidemment, au début de son mandat, Chavez avait dit, si jamais on doit exploiter, exploitons de manière commune entre les deux pays, montons une entreprise mixte pour essayer de contenter tout le monde. Voilà. Voilà donc le Guyana est un pays, c'est beaucoup dire, un territoire en tout cas de 800 000 habitants, dont 700 000 vivent sur la bande est de ce territoire et 100 000 vivent dans le Guyana Essequibo, donc territoire en réclamation par le Venezuela. Donc, voilà le jeu diplomatique, en tout cas, de tous les gouvernements vénézuéliens depuis les accords de Genève. Il va y avoir un événement qui va modifier cela. De quoi parle-t-on? En 2006, Chavez modifie la loi sur les hydrocarbures et dit, c'est bon, à toutes les entreprises pétrolières et les transnationales, dit, c'est bon, vous nous avez pillé pendant 100 ans, c'est fini. Maintenant, si vous voulez exploiter le pétrole, très bien, vous pouvez continuer à le faire, vous avez toutes les garanties, mais au sein d'une entreprise mixte où l'entreprise publique vénézuélienne PDVSA aura 50% des actions. Donc, on rebat les cartes de l'exploitation pétrolière au Venezuela. Et tout le monde, toutes les entreprises disent « Ok, pas de problème », en négociant,
le nombre d'actions, etc. Mais PDVSA, l'entreprise pétrolière, conserve 50% de toutes les actions au sein de joint venture d'entreprises mixtes au Venezuela. Toutes, sauf une, Exxon. Exxon, à partir de 2006, fait un procès au Venezuela et lui demande 10 milliards de dollars pour l'expropriation de ses concessions pétrolières. Exxon va gagner, pas pour 10 milliards de dollars, si ma mémoire est bonne, pour 1,5 milliard de dollars que le Venezuela va payer. Et à partir de là, Exxon, dont le patron s'appelle Rex Tillerson, rappelez-vous du nom, Exxon va dire, très bien, nous allons nous venger du Venezuela. Passent les années, et en 2015, est élu au Guyana un ancien colonel des forces militaires du Guyana qui a été formé au Royaume-Uni, c'est le pion parfait, et c'est en 2015, donc récemment élu David Granger, c'est son nom, que Exxon annonce qu'il y a un grand gisement de 8 milliards de barils au large de la zone en réclamation, au large du Guyana Essequibo. Je vais vous montrer une carte, j'en ai une aussi. Je vais vous montrer une petite carte. Hop, hop, hop là, hop là, et hop là. Voilà. Donc là, vous avez voilà, la zone en réclamation et vous avez ce bloc Starbroek, non, donc, qui contient à peu près 8 milliards de barils et évidemment qui est dans les zones maritimes que le Venezuela considère comme siennes. Selon les accords de Genève, ce truc-là aurait dû d'abord être réglé entre le Venezuela et le Guyana à l'amiable, d'essayer de trouver une manière dont aucun des deux pays ne perdre ni d'intérêt économique, ni la face. C'est tellement grave au niveau du Guyana, c'est une décision unilatérale donc de David Granger, du président élu, avec le Exxon, non, qu'il y a même une motion d'impeachment qui est votée par le Parlement et qui destitue David Granger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu politique au Guyana n'est pas gauche-droite, libéral-conservateur, etc. Il y a un bipartisme, les Anglais, c'est ça aussi, mais grosso modo, il y a un parti qui représente les intérêts de la population afro-caribéenne et l'autre parti qui représente les intérêts de la population hindoue. Voilà. Donc, des partis, on va dire, plus ethniques que politiques. Voilà. Mais les intérêts sont tellement grands en jeu, là, je parle depuis le point de vue, en tout cas, du Guyana, que, évidemment, même au sein du Guyana, les différentes représentations politiques se font la guerre. Alors, le Venezuela dit, mais non, c'est pas possible, mais on est déjà aussi en 2015 et recommence un petit peu le cannibalisme du début du siècle, notamment avec l'opposition vénézuélienne qui va essayer de mettre le pays à sac pour essayer de reconquérir le pouvoir, opposition téléguidée par Washington, qui est sur deux fronts, là, pour le coup. Non, essayer de déstabiliser le Venezuela et la révolution bolivarienne, et puis, via Exxon, qui essaie de s'emparer des ressources pétrolières de la région maritime, donc dans les offshore, de la Guyana Essequibo. Voilà. J'espère qu'en tout cas, je me fais comprendre. Donc, l'histoire ne s'arrête pas là, au contraire, puisque en 2017 est élu Donald Trump, et Donald Trump nomme département d'État, donc qui est le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, un certain Rex Tillerson, donc patron de Exxon, qui est évidemment mis dans dans la volonté donc de s'accaparer les ressources pétrolières de l'Essequibo. Et depuis le département d'État, Rex Tillerson va pressionner notamment les instances internationales et notamment Ban Ki-moon pour que Qui Ban était, qui Ki-moon, était le secrétaire général de l'ONU à cette époque. voilà, qui était le secrétaire général de l'ONU à cette époque, l'ONU pendant 60 ans s'est référé en tout cas aux accords de Genève pour régler le différend territorial entre le Venezuela et le Guyana. Et donc, sous les pressions du département d'État américain et de Rex Tillerson, qui a la double casquette pour le coup, l'ONU va remettre à la Cour internationale de justice
la possibilité de trancher dans ce conflit territorial. Évidemment, les Vénézuéliens disent non, on a les accords de Genève, c'est pas comme ça qu'on doit faire, surtout dans une cour internationale où plusieurs magistrats ont été des hauts fonctionnaires des administrations successives des États-Unis. Le tribunal n'est pas impartial et en plus de ça, on doit régler cette affaire de manière bilatérale. Du côté du Guyana, évidemment, à partir de 2015, le Guyana, dans cette affaire-là, tout du moins, mais qui est quand même la plus importante, est totalement piloté par Exxon et par Washington. La capitale du Guyana dans cette affaire-là est plus Dallas que Georgetown. Hein. Et d'ailleurs, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, les premiers rendus de justice de la Cour internationale de justice donnent raison au Guyana, même si, effectivement, comme on le voit, il y a une violation manifeste des accords de Genève. Le Venezuela doit faire la contre-demande, donc, avril, donc l'histoire n'est pas finie à la Cour internationale de justice, mais tout de même, étant donné que la partialité de la Cour internationale de justice dans cette affaire, le président Maduro a décidé aussi, hein, en subissant aussi la pression de certains secteurs influents au sein du chavisme, notamment d'un secteur économique, mais aussi d'un secteur des forces armées, de convoquer un référendum le 3 décembre, dans lequel on demandait aux Vénézuéliens s'ils étaient d'accord pour reconnaître, pour ne pas reconnaître la Cour internationale de justice comme compétente pour juger l'affaire de l'Essequibo, leur demander s'ils étaient d'accord pour créer une région du Venezuela dans le Guyana Essequibo, s'ils réaffirmaient la souveraineté du Venezuela sur le Guyana Essequibo, etc. Les Vénézuéliens ont répondu évidemment entre 95 et 97%, oui. Alors pourquoi ce chiffre de 95%, entre 94 et 97? Et là, ça a été un autre tour de génie politique du chavisme, ça a été de rebattre les cartes de la politique vénézuélienne à un an des élections présidentielles, et notamment en faisant une distinction claire entre une opposition patriotique qui, peu importe chaviste ou pas chaviste, etc., qui de toute façon va défendre la souveraineté sur les Équibos et donc qui elle-même a appelé à aller voter, a appelé ses militants à aller voter, ses sympathisants à aller voter pour le référendum, et une opposition qui désormais se situe hors du champ patriotique, qui a ouvertement soutenu le Guyana ou qui s'est opposé au référendum populaire sur la souveraineté de l'Essequibo, dans laquelle on trouve Juan Guaido, dans laquelle on trouve Maria Corina Machado qui voudrait se présenter mais était inhabilitée. Enfin, toute on va dire, le secteur le plus putschiste et le plus radical et le plus inféodé aux États-Unis de l'opposition, auquel d'ailleurs, je crois qu'il faut quand même le mentionner, s'est rajouté le flamand Parti communiste du Venezuela, qui ne sait plus quoi inventer pour faire parler de lui aux côtés de l'extrême droite vénézuélienne. Bon, ceci étant rappelé, donc il y a eu un rebattage des cartes au niveau politique assez sain finalement, en dégageant une opposition patriotique au Venezuela. Voilà, y compris une opposition forte. Hein. On trouve par exemple Enrique Gabriel Stradonsky dans cette opposition, hein, qui a été le candidat contre Chavez puis contre Maduro aux élections présidentielles. Enfin, c'est pas des gens qu'on peut suspecter de chavisme qui ont tout de même appelé à la tenue de ce référendum. Voilà. Le référendum ayant eu lieu, le Venezuela a décrété, a refait la carte de sa nation en incluant la deuxième patte, la patte de l'Essequibo, a réaffirmé la souveraineté sur évidemment les richesses de l'Essequibo, a ouvert des processus d'appel d'offres pour des entreprises qui voudraient exploiter les richesses de l'Essequibo et a même nommé un gouverneur militaire chargé d'administrer le territoire de l'Essequibo. Bon. Alors, ça, c'est
typiquement aussi, je dirais, vénézuélien, en tout cas bolivarien, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'une histoire dans laquelle il serait finalement que spectateur, mais de bousculer l'histoire et de jouer finalement, de mettre une pression gigantesque pour retourner à la table des négociations. Donc, les Vénézuéliens ont envoyé leurs Sukhoi survoler le territoire de l'Essequibo. Le lendemain, les États-Unis ont envoyé des F-16 faire la même chose. Ça a monté, il n'y a pas eu d'escarmouche, il n'y a eu aucun tir, il n'y a eu aucun mort, comme j'ai pu le lire dans certains médias. Mais toujours est-il que la pression diplomatique, avec une possibilité d'escarmouche militaire et d'embrasement de la région, pourrait être réelle. Évidemment, personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Ni les États de la Caraïbe qui seraient impactés, ni le Brésil de Lula, qui en plus a d'autres chats à fouetter dans la construction du monde multipolaire et n'a pas envie ni d'une guerre dans le nord de son pays, ni non plus de l'établissement de bases militaires dans les Équibos, puisque profitant que le Guyana est un petit pays, etc., mais surtout un petit pays totalement colonisé par une transnationale pétrolière, que les États-Unis pourraient prendre le prétexte pour construire une base militaire et au final encercler le Venezuela. Je rappelle qu'ils ont 13 bases militaires en Colombie, de l'autre côté, ils pourront en construire. Voilà. Donc, en fait, toute cette grande pression diplomatique a permis au Venezuela et à des médiateurs caribéens, notamment la CARICOM. Alors, les pays de la Caraïbe, y compris ceux qui sont des alliés historiques du Venezuela, soutiennent tous le Guyana dans cette affaire, mais surtout, ils soutiennent la paix et le retour aux accords de Genève. Donc, sous la houlette du secrétaire pro-tempore de la communauté des États latino-américains et caribéens, qui est le premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines, Ralph Gonsalves, sous la houlette de la CARICOM et sous la houlette de Lula, il y a eu une rencontre entre le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, et le dirigeant du territoire guyanais, Isfran Ali. Et donc là, même là, c'était assez symbolique, puisque Maduro est arrivé donc, à Saint-Vincent et les Grenadines à bord d'un avion de l'armée vénézuélienne qui avait été décoré avec la phrase les Équibos et vénézuéliens. Et pendant ce temps-là, Isfran Ali, le dirigeant du Guyana, est arrivé à bord d'un avion prêté par Exxon. Donc, je veux dire, là symboliquement, voilà. Alors, il y a eu un accord de signé, et c'est un accord où finalement, on va dire, personne ne perd la face. C'est un accord qui réaffirme la prééminence des accords de Genève et d'une désescalade des provocations, etc. Donc, ce qui a permis à Isfan Ali de rentrer au Guyana en disant « c'est bon, j'ai préservé l'intégralité du territoire », en sachant que le Guyana n'a pas de contrôle sur ce territoire, il n'en a pas les moyens. Et puis, il n'a pas de contrôle sur le territoire du Guyana et Essequibo, il n'a pas non plus de contrôle sur le territoire offshore, puisque c'est Exxon qui se l'est approprié. Mais bon, pour la population, regardez, il n'a pas perdu la face. Du côté du Venezuela, on est retourné à la prééminence des accords de Genève. Et le gouverneur militaire pour le Guyana Essequibo est sur le territoire vénézuélien. Alors, il pourra y avoir dans les prochaines années, évidemment, des pressions militaro-diplomatiques, mais tout est fait pour qu'on revienne à une saine diplomatie entre États en essayant de limiter l'influence d'Exxon et des États-Unis dans la région. Et puis, évidemment, on ne va pas se voiler la face, n'est-ce pas? Il y a aussi tout un chapitre de concessions pétrolières dans lequel, évidemment, cet accord de Saint-Vincent et les Grenadines permettrait, en tout cas au Venezuela, de revenir dans la course des concessions pétrolières pour toucher, on va dire, sa part, puisque c'est son territoire. Donc, je vais vous mettre tac, tac, tac. Voilà, on revient. Vous avez là encore une fois, non? Donc, le bloc comment on appelle ça, en bleu foncé, donc là qui est le bloc vénézuélien, mais en bleu clair, le bloc dans la zone de réclamation
Voilà, c'est dans ce bloc-là que, évidemment, des négociations vont certainement se jouer. Vous voyez aussi, tout en bas, là, vous voyez que Georgetown, donc, qui est la soi-disant capitale du Guyana, a un bloc aussi, donc celui-là n'est pas du tout en contestation ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, hop, j'arrête, je reviens ici. Voilà ce qui retournait. Non, donc le Venezuela ne veut pas du tout annexer le Guyana. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Au contraire, il veut juste faire revendiquer ses droits historiques sur un territoire qui lui a été spolié d'abord par l'Empire britannique, puis par le Guyana à partir de son indépendance. Chose qui se réglait, on va dire, à l'amiable pendant 60 ans, et peu importe les positions politiques au Guyana ou au Venezuela, et que, évidemment, Exxon, dans son intention de piller à la fois l'Amérique du Sud et des Caraïbes, mais aussi de Washington de déstabiliser le Venezuela ou essayer de l'entraîner dans une guerre, ce qui n'arrivera pas, est en train à essayer de déstabiliser le pays. Nous verrons dans les prochains mois, prochaines années, comment cette situation va évoluer. Alors, dans les prochains mois, d'ailleurs, parce que comme je vous l'ai dit, le Venezuela il y a toujours une bataille juridique en jeu, même si là, la souveraineté du Venezuela est réaffirmée pour les prochaines années. Hein. Ça veut dire que les enfants vont apprendre que le Guyana Essequibo est à eux, ils vont réapprendre l'histoire, etc., etc. Mais bon, voilà, on est dans cette situation-là, donc je pense que ça a été légèrement différent, même si ça prend un petit peu de temps, c'est légèrement différent de ce que vous avez pu lire dans vos journaux, dans vos médias, etc., en français, qui se sont alignés là-dessus sur la propagande anglo-saxonne la plus vile. Eh ben merci Romain, merci infiniment parce que de nous avoir éclairé de façon exhaustive sur le problème tel qu'il se posait, sur les perspectives qu'il offrait. Moi, je vais me permettre une remarque, c'est-à-dire que pendant la COP 28, lorsque, avec un bilan carbone absolument colossal, hein, aux Émirats arabes unis, on est en train de dire qu'il faut arrêter de consommer du pétrole. Pendant ce temps-là, les grands intérêts ne restent pas au chômage. Hein. Donc, cette affaire démarre pour des raisons géostratégiques tout à fait déterminantes. L'Empire, je pense aux États-Unis, l'Empire anglo-saxon, sait très bien qu'au Moyen-Orient, il joue une partie difficile. Il a perdu un certain nombre d'alliés ou il est en train de les perdre. Et que cette question-là, on est dans son arrière-cour, cette question est tout à fait décisive. Hein. C'est 8 milliards de barils, tu nous as dit, qui étaient en cause. Ça explique aussi ce qui s'est passé avec le Venezuela, les pressions américaines, avec, comme d'habitude, les larbins européen, hein, Guaido qui est complètement déconsidéré aujourd'hui, enfin je veux dire, tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait, avait été reconnu officiellement par Emmanuel Macron. On va rappeler, hein, notre petit caniche, il est toujours à aller au-devant des souhaits des uns et des autres. Tiens, je te pose une question. L'or vénézuélien qui était en dépôt à la Banque d'Angleterre et qui avait été saisi à la demande de Guaido, on en est où? Je crois qu'il y a eu un appel et que cette mesure de saisie a été levée, je ne sais plus. Tiens, Non, l'or il est toujours à la Banque d'Angleterre, donc il est toujours volé, et à mon avis, je vois mal les Anglais rendre de l'or, mais c'est je pas me leur trompe genre. peut-être. C'est pas leur genre. Peu Oh, bah, importe les lois, les machins, les trucs, les cours, les appels, etc. Non, en revanche, ce qui a été levé, ça a été, puisque le Venezuela a été spolié d'à peu près 30 milliards de dollars, non? Les États-Unis ont par exemple volé l'entreprise Citgo, qui était une entreprise qui possédait 7 raffineries aux États-Unis et 30 000 pompes à essence, non? Qui était un peu ce qui permettait au Venezuela d'avoir des dollars qui revenaient et pouvoir investir dans les programmes sociaux. Donc ça a été volé. Et puis, il y a eu énormément de comptes du Venezuela dans des pays qui ont été bloqués. Notamment, par exemple, je pense à la banque portugaise Novo Banco, où le Venezuela avait 5 milliards de dollars qui ont été bloqués pendant 5 ans et qui ont été récemment levés là, il y a quelques mois. bien, ben, finalement, c'est le conflit mondial qui continue, c'est ce monde qui continue à changer. Merci infiniment, Romain, Et de alors, je ces... précise tout de même, je te coupe quand même, parce que je profite
donc, pour vous dire, donc j'ai assisté, j'ai été observateur international sur le, le référendum donc les équibos. Et eh bien, figure-toi que j'ai vu Caracas très bien. La situation s'améliore au Venezuela. Alors, en tout cas, pour Caracas, c'est manifeste. Dans l'intérieur du pays, un petit peu moins, parce qu'il est toujours sujet à des coupures d'électricité et d'eau qui sont des conséquences du blocus, hein, directement. Mais en tout cas, l'activité économique repart au Venezuela. La ville est sympathique. Ils ont même, chose incroyable, réussi à faire revenir des investissements de Vénézuéliens dans le pays et ont quasiment, à part évidemment certaines zones, on va dire, plus complexes dans le monde rural ou dans les zones minières, mais en tout cas, pratiquement, ils ont fait baisser de manière drastique l'insécurité au Venezuela. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Donc, Caracas, en tout cas, est une ville où vraiment il fait bon vivre en ce moment. Voilà. Eh Je bien, écoute, précise que quand on va vous dire pendant les prochaines élections que Maduro, patati patata, ben, il y a des gens qui le soutiennent. Ils sont nombreux et ils sont peut-être majoritaires, certainement, je dirais, mais en tout cas, il y a une raison à ça. bon, eh bien, de toute façon, nous, on va garder notre Tintin à nous, hein, qui est toujours en Amérique latine. Tu es actuellement toujours au Pérou. Hein, tu ne vas pas aller t'installer à Las de Picos, au San Teodoros. Je ne pense pas que ce soit au programme. Tu attends qu'il y ait une certaine stabilisation politique, hein, j'imagine, hein, que Oui. Tapioca et Alcazar cessent d'échanger en permanence leur siège présidentiel. Bon, Je suis en lien sérieux. avec l'équipe de communication du général Alcazar et tout va bien. Donc, non, mais bon, vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, si vous voulez, ceux qui sont tombés dans la marmite Tintin et dans la marmite Spirou, hein, avec deux génies de la bande dessinée, un qui était Hergé et l'autre qui était Franquin. Hergé reconnaissant la supériorité de Franquin, mais Franquin avait une personnalité assez complexe, un petit peu dépressive. Il n'a pas eu, je veux dire, au niveau des résultats, la carrière qu'il aurait peut-être mérité, encore que il a une belle carrière, hein, parce que il a des personnages qui sont mondialement connus, hein, soyons clairs. Enfin, en tout cas, tout ça, c'est pour ceux qui sont amateurs de bande dessinée. Bon, eh bien, écoutez, merci de votre attention et à très bientôt.